Hello les amis, si vous êtes déjà allé dans un groupe de discussion sur la programmation, il y a des débats que vous n'avez pas pu manquer. Ce sont les débats du type Python est meilleur que JavaScript. Java c'est un langage qui est mort. Python est meilleur que Java. Python est meilleur, le meilleur de tous les langages. Ou bien les questions du style, quel est le langage pour faire tel type d'application? Quel est le langage pour réaliser un type e-commerce? Quel est le langage pour réaliser une application mobile? C'est normal, ce sont des questions que se posent beaucoup de débutants. Mais en réalité, choisir un langage pour son projet, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire dans la précipitation. Et surtout, ce n'est pas aussi basique et binaire que ça. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à laisser un commentaire pour le référencement. Cela va nous soutenir et nous permettre de faire toujours plus de contenu vidéo. Mais il y a un point important dans la programmation sur lequel je voudrais revenir. C'est que le langage de programmation, ce n'est pas un mariage. Si vous allez sur les forums, il y a toujours tellement de débats enflammés sur certains développeurs qui ne jugent que par un seul langage. En vérité, dans la carrière professionnelle, il est très difficile de faire toute sa carrière avec un seul langage. Les langages sont des outils et comme tous les outils, ils doivent être utilisés dans la bonne situation. La maîtrise même d'un langage même, c'est surtout de savoir quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser. C'est ça même qui est la vraie expertise. C'est-à-dire savoir les forces et les faiblesses du langage et savoir que dans telle situation, il a peut-être un langage qui est plus adapté. Ça ne veut pas dire que l'un est supérieur à l'autre. Ça veut juste dire que ce langage est plus adapté. Et c'est un point important parce que je vois souvent les débutants être à la recherche du langage qui permet de faire telle application ou du langage qui permet de faire telle application. C'est vrai, effectivement, il y a certains langages qui peuvent permettre de faire certains types d'applications plus facilement. Mais le point, c'est surtout de savoir quel langage choisir pour tel projet. Et c'est pour ça que je veux qu'on sorte de l'idée que j'ai un langage, ce langage je l'aime, ce langage je suis à l'aise avec lui et automatiquement il faut être fermé. Non, un développeur il doit être capable de s'adapter, il doit être capable d'apprendre de nouveaux langages, mais il doit être surtout capable de savoir comment décider, comment apprendre un nouveau langage, comment choisir le meilleur langage pour tel projet. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite, les différents critères pour évaluer quel langage il faut choisir pour tel projet. La première étape pour décider de quel langage utiliser pour tel projet, c'est une étape quand même basique, c'est de bien comprendre les besoins du projet, de bien comprendre les attentes, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez réaliser. Est-ce une application mobile? Est-ce une application web? Est-ce une application qui doit pouvoir tourner sur plusieurs supports? Ça existe en entreprise des applications qu'on doit pouvoir déployer sur mobile, sur smartphone, sur desktop, même sur des devices embarqués, personnalisés. Oui, c'est possible. Ou est-ce un jeu vidéo? Bon, on n'en sait rien. Mais déjà, il faut déjà voir les besoins, les attentes, le type d'application. Pourquoi? Parce que chaque type d'application a des besoins spécifiques. Ensuite, vous devez aussi maintenant évaluer ce qu'on appelle des contraintes. Est-ce qu'on veut forcément le livrer dans 6 mois? Est-ce qu'on veut le lancer pour une période de temps bien définie? Parce que ça aussi, ça existe. En entreprise, il y a des logiciels qu'on veut lancer pour profiter ou à la faveur d'un événement particulier. Donc, si cet événement-là est passé, le logiciel perd totalement sa valeur. Ça moi-même, je l'ai vécu lorsque j'ai travaillé dans les assurances. Effectivement, il y avait des produits qui devaient être lancés uniquement pour des périodes de vacances parce que ce produit-là dépendait des clients pour cette période spécifiquement. Donc, on va récapituler. Au début, vous avez besoin de bien comprendre les besoins du projet, le type d'application web, mobile, etc. Et puis surtout prendre en compte les différentes contraintes, que ce soit les contraintes de performance, les contraintes de temps, les contraintes de sécurité en fonction du type d'application. Un point, c'est que vous devez effectivement évaluer vous-même vos compétences sur le langage que vous voulez choisir. Et si vous travaillez en équipe ou vous dirigez l'équipe, vous devez évaluer les compétences de l'équipe. Donc, dans le cas de l'équipe où vous-même, on peut partir sur les mêmes critères, évaluer votre niveau de compétence sur le langage que vous voulez choisir. Si c'est le même langage, c'est un langage que vous connaissez déjà, c'est tant mieux.
évaluer le niveau aussi de maîtrise du langage que vous connaissez le mieux, parce qu'en fonction de la taille ou la complexité d'un projet, peut-être que le niveau que vous avez même dans le langage que vous connaissez n'est pas suffisant pour donner le résultat. Donc, il y a déjà évaluer votre niveau sur ce que vous voulez choisir, évaluer votre niveau même sur le langage que vous avez actuellement, que vous utilisez le mieux actuellement. Ensuite, voir si le langage que vous connaissez le mieux est apte à répondre aux besoins du projet. Et là, vous avez deux options. Si c'est le cas, s'il est apte et que votre niveau n'est pas suffisant, vous allez devoir faire une remise à niveau. Si ce n'est pas le cas, vous allez maintenant évaluer comment apprendre le langage que vous voulez utiliser pour le projet. Donc, on peut récapituler simplement en 3 points. Vous devez évaluer le langage que vous voulez utiliser. Quel est votre niveau dessus actuellement? Le langage que vous connaissez le mieux, est-ce qu'il répond aux besoins du projet? Et ensuite, le langage que vous connaissez le mieux, est-ce que le niveau même que vous avez dans ce langage est suffisant pour faire le projet? Parce que ce n'est pas tout le temps qu'il faut forcément changer de langage. Parfois, vous avez déjà un langage que vous connaissez, mais votre niveau n'est peut-être pas suffisant pour adresser un certain nombre de problèmes liés au projet que vous voulez faire. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte pour pouvoir décider de si on apprend un nouveau langage ou bien si on garde le langage qu'on connaît. Le point suivant, bon, il est la courbe logique du point précédent, c'est la courbe d'apprentissage. Vous avez maintenant un langage que vous voulez utiliser. Vous avez peut-être ce langage, par chance, vous le connaissez, tant mieux. Peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est un nouveau langage. Apprendre un langage dépend de plusieurs facteurs. Il y a des langages plus faciles à apprendre, des langages plus difficiles à apprendre, mais il y a aussi d'où on part. C'est-à-dire qu'un développeur qui fait du C aura peu de mal à apprendre le C++. Mais par exemple, un développeur qui a fait du Visual Basic uniquement, aller sur du C++, la courbe d'apprentissage sera plus difficile. Donc, c'est tous ces éléments-là que vous allez regarder en termes de courbe d'apprentissage. Est-ce que c'est un langage qui est facile à apprendre, difficile à apprendre, moyennement difficile à apprendre en fonction des différents retours, mais aussi, vous devez prendre en compte d'où même où vous partez. Du langage que vous connaissez le mieux par rapport au langage que vous voulez apprendre, il y a certaines correspondances qui sont plus faciles à faire en termes d'apprentissage que d'autres. Voilà, donc ça aussi, c'est un point important à retenir, la courbe d'apprentissage et prendre en compte d'où vous-même vous venez en termes de background, en termes de langage que vous maîtrisez le mieux. Quelqu'un, par exemple, qui a fait du Java, apprendre du C# ou du Python va être aisé pour lui parce que Java et C# sont très similaires et le Python est un langage moins complexe généralement que le Java. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc, c'est tous ces éléments-là que vous devez regarder en termes de courbe d'apprentissage. Le point suivant, et non des moindres, c'est la communauté autour du langage. On ne va pas se mentir, si vous prenez un langage comme Delphi aujourd'hui, qui a quasiment disparu des écrans radars, qui n'a quasiment plus de support et qui est assez peu utilisé, vous aurez des problèmes si vous le choisissez pour votre projet et que, vous avez un problème, trouver du support ou trouver des réponses sur des forums, ça sera compliqué parce qu'il y a très peu de forums sur le Delphi. Et à raison d'ailleurs, un langage qui est en train de mourir, ça ne sert à rien de dédier trop d'efforts sur lui. Donc, moi, ce que je vais vous recommander, c'est qu'un langage en vogue pour lequel il y a beaucoup de communautés, une forte communauté, énormément de ressources, voilà, sera toujours plus intéressant comme choix. Donc, si vous avez par exemple 2 langages peut-être que vous considérez comme possibles pour faire votre projet et qu'il y a un qui est plus populaire, qui a une communauté de ressources plus élevée que l'autre, je vous conseillerais de toujours prendre le langage qui a la plus grande ressource, qui a la plus grande communauté, qui a la plus grande popularité. À moins, et ça vraiment c'est rare exception, que votre besoin soit tellement spécifique, voilà, qu'il faille aller forcément sur un langage qui a peu, ou bien que ce soit une contrainte de votre employeur, parce que ça aussi, ce cas existe. Il y a des employeurs qui disent il faut faire le projet dans tel langage parce que peut-être qu'avant ça ou bien leur système a été fait dans tel langage, ils veulent s'assurer la compatibilité maximale. Mais à part des points d'exception spécifiques, je vous recommande de toujours prendre quand même un langage qui a une forte communauté, et énormément de ressources pour vous aider en cas de problème. Bon, on a donné les explications, on a donné les critères.
Mais on va faire maintenant quelque chose de plus pratique. On va prendre des cas de figure de réels projets sur lesquels j'ai travaillé et voir au fait quel langage a été utilisé. Et si aujourd'hui, avec peut-être plus d'expérience, ce langage-là était le bon ou s'il y avait un langage plus adapté. Vous pouvez le voir à l'écran, le premier cas pratique concerne un site e-commerce de la vente de journaux. Donc vous voyez déjà les besoins qui avaient été exprimés par le client, c'est-à-dire les fonctionnalités principales, c'était la consultation des journaux, l'achat des journaux via mobile money, le téléchargement des journaux en PDF, verrou numérique des PDF afin d'empêcher le partage. Et oui, le client quand même ne voulait pas se retrouver à faire des pertes avec ces journaux qui allaient être distribués partout aussi facilement que ça. Donc effectivement, en termes de contraintes, on avait que le service soit disponible 99% du temps, 24 heures sur 24. Effectivement, c'est un site e-commerce. On avait aussi les contraintes de sécurité. On avait maintenant comme délai de livraison 1 mois et demi, ce qui est assez court. Et le client, c'était une boîte de télécommunications dans un pays d'Afrique centrale. Donc, à l'époque, qu'est-ce qui avait été finalement choisi comme langage? Eh bien, si on reprend les différents critères, notre équipe, à l'époque, pouvait faire du PHP. Et le langage qui avait été choisi, c'était le PHP et C# sur certains aspects. Pourquoi? Sur les aspects de sécurité. Je vais donner maintenant les explications. C'est que, quand j'ai expliqué, c'est que si on se rend compte sur le terrain, parfois, on est obligé d'utiliser plusieurs langages pour sécuriser certains aspects. Voilà. Sécuriser certains aspects. Donc, la partie sécurité, c'est-à-dire pour empêcher le partage et autres, on ne pouvait pas le faire en PHP, donc on a choisi du C#. Donc, je vais maintenant donner les explications pourquoi on a choisi du C#. Donc, le site e-commerce lui-même, voilà, il avait été fait en PHP, JavaScript, HTML, CSS pour un site e-commerce normal. Et la partie mobile money, il y avait un module de paiement qu'on pouvait intégrer dans le framework PrestaShop pour gagner du temps. Donc finalement, le site, on l'a fait en PHP avec le framework PrestaShop qui est un framework de e-commerce, c'est-à-dire il permet d'avoir des composants logiciels qui permettent de faire du e-commerce rapidement. Et pour le verrouillage numérique, l'idée, c'était plutôt de générer les journaux sur un format particulier qui pouvait être ouvert uniquement que dans un autre logiciel que nous allons faire en C#. Et vu que nous étions les seuls à pouvoir ouvrir ce type de fichier-là, il n'était plus possible maintenant de faire la copie ou bien de distribuer puisque vous n'avez pas accès directement au PDF. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à adresser les aspects sécurité qui nous avaient été demandés. Donc, ça, c'est la solution qu'on a utilisée pour empêcher la copie, l'impression, c'est-à-dire au lieu de donner directement le PDF, on le donnait dans un autre format, mais ce format ne pouvait être utilisé que dans notre client qu'on avait développé en C#. En fait, même pour votre information, c'est exactement le même principe que suivent des outils de verrouillage numérique reconnus mondialement, comme le Adobe Content Server Management, qui est utilisé dans beaucoup de librairies numériques. Lui aussi, effectivement, c'est cette technique-là qu'il utilise. Il donne ça dans un format particulier qui est ouvert uniquement dans Adobe Digital Edition. À l'époque, même, on avait essayé de voir si on pouvait utiliser cette solution, mais c'est une solution qui était payante, donc on ne voulait pas aller au-delà des coûts initiaux. Donc, on a fini par choisir de nous-mêmes faire notre client avec un format en C# plus le PHP. Compte tenu des délais, voilà, le PHP a été un bon choix, surtout qu'on disposait d'un framework et en plus, adresser uniquement la partie sécurité avec le C# qui était en mesure d'adresser une fonctionnalité aussi complexe. Pour moi, le choix était parfait. Si on devait le refaire aujourd'hui, on irait certainement sur les mêmes choix. Voilà. Côté sécurité, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qu'on avait ajoutées. Mais pour faire simple, on avait l'authentification multifacteur, c'est-à-dire quand on se connecte, on vous envoie en plus un OTP. Tous les échanges en HTTPS, on verrouillait le compte après 3 échecs. Une politique de mot de passe-port et puis le changement périodique de mot de passe. Voilà, normalement, je crois qu'on le changeait, demandait le changement chaque mois. Voilà. Sans compter maintenant les codes pour protéger de certaines attaques, comme les injections SQL. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, ce que je vais vous donner, c'est réellement ce qu'on intègre et comment on décide et comment on fonctionne sur un projet réel.
Pratique 2 concerne une application de gestion de la qualité. Comme vous pouvez voir à l'écran le récapitulatif des besoins et des contraintes, l'application c'était quoi? C'était une application de système de gestion de la qualité pour un gros client de télécom, pour toutes ses filiales et même pour pouvoir le vendre à d'autres sociétés. Donc on avait comme contrainte garantir la disponibilité du service en plus des fonctionnalités. On avait aussi garanti la sécurité parce qu'effectivement c'est peut-être pour un gros client, donc les aspects de sécurité sont jamais à négliger. Et comme fonctionnalité principale, on avait l'authentification via Active Directory, on avait aussi des workflows de validation des différentes fonctionnalités, la gestion des non-conformités, les reporting et la gestion documentaire. Donc ça, c'était pour le récapitulatif des différents besoins. À l'époque, le langage qui avait été choisi, c'était Java avec le framework Spring. Déjà, l'équipe avait beaucoup d'expérience sur Spring. En plus, à cause des aspects sécurité, des aspects disponibilité, effectivement, on était allé sur Java. Côté popularité, Java est assez populaire, Java est assez réputé en entreprise. Donc, ce n'était pas un mauvais choix. Mais pourtant, c'est quand même, pour moi aujourd'hui, il y avait un choix plus adapté. Pourquoi? Parce que, vous voyez qu'on a dit que c'est pour un gros client, plusieurs filiales et en même temps la possibilité de le vendre à d'autres sociétés. Quel problème on a eu? On a eu que lorsqu'à chaque fois on essayait de le déployer dans une autre filiale, la filiale voulait qu'on adapte souvent l'interface, souvent même qu'on ait des reporting adaptés à son pays, à sa filiale, parce qu'il avait une autre façon de fonctionner en fonction des différents pays. Au final, on a vu qu'à chaque fois qu'on voulait le déployer, il fallait quasiment refaire des reporting personnalisés, refaire une nouvelle interface personnalisée. Parfois même, il y avait des workflows à modifier. Et donc, il aurait été plus intéressant ou plus adapté de mettre en place un système de core add-on, c'est-à-dire un système avec un core qui allait avoir les fonctionnalités communes à tous les pays, et puis un système de add-on qui allait être customisé par pays pour rendre la chose beaucoup plus flexible. Et ça, c'est plus simple à mettre en place en Python qu'en Java. Je ne dis pas que c'est impossible à faire en Java, mais c'est plus difficile de mettre en place ce genre de système-là en Java. Pour votre information, c'est exactement, par exemple, le système qui utilise un ERP bien connu de la place Odoo, voilà, qui lui permet d'être très flexible parce qu'il a un système de core avec un système de add-on qu'on peut customiser. Donc, pour moi, si aujourd'hui je devais le refaire, il serait possible plutôt de le faire en Python à cause de l'aspect modulaire qui serait intéressant, à cause du nombre de clients et du fait qu'on voulait le vendre à d'autres sociétés. Voilà, à d'autres sociétés. Donc, comme je le dis souvent, le choix du langage aussi, il s'améliore avec le temps, avec l'expérience. Il s'améliore avec le temps, avec l'expérience. Et sachez qu'au fur et à mesure que vous allez pratiquer de plus en plus de projets, vous allez corriger certaines erreurs, vous serez plus efficace dans le choix du langage à utiliser. Un cas pratique concerne une application mobile d'upload de fichiers vers un cloud local. Globalement, c'était une application qui devait fonctionner comme Google Drive, mais destinée uniquement aux clients d'un opérateur local. Donc, comme vous le voyez à l'écran, voici le récapitulatif des besoins. Il fallait, comme fonctionnalité principale, une authentification, la visualisation des fichiers, l'upload, le téléchargement et même le transfert entre différents utilisateurs de l'application. En termes de contraintes, on avait la disponibilité du service, la sécurité et les performances parce que en termes d'expérience utilisateur, il fallait que l'application soit extrêmement réactive, extrêmement rapide pour garantir l'expérience utilisateur. Donc, comme je l'ai dit, le client, un opérateur de télécom, mais pas le même opérateur que les autres exemples. Et en termes de délai de livraison, on a un délai de 3 mois. Donc, le langage choisi, à l'époque, c'était le JavaScript avec le framework Titanium. Quel était le résultat? En réalité, l'application ne marchait pas du tout bien. Les performances n'étaient pas au rendez-vous. Je crois même qu'on a dû le reprendre parce que côté performance, on avait de gros soucis. Voilà, de gros soucis. Pourquoi le choix n'a pas été bon? Parce qu'on n'avait pas énormément d'expérience sur le mobile. Il faut le reconnaître qu'on a fait ce choix. Et puis surtout, on n'a pas pu évaluer ou on n'a pas évalué correctement que le framework Titanium était capable de fournir les performances exigées par l'opérateur en question. Voilà. Donc aujourd'hui, par contre, si on doit refaire ce choix, sachant que
à l'époque, il n'y avait pas encore, parce que ça doit dater d'une dizaine d'années, hein, il n'y avait pas encore des frameworks comme les Flutter, il n'y avait pas encore des React Native. Je crois même que Angular venait juste de sortir sa première version. Donc, le choix qui a été fait n'a pas été bon. S'il fallait refaire aujourd'hui, c'est clair qu'on n'allait pas apprendre le JavaScript, mais côté application mobile, il y a quand même quelques petits points à apprendre. Les applications mobiles, il y a globalement deux écoles. Faire du natif qui assure les performances maximales, mais le défaut, c'est que si vous faites votre code sur iOS, vous êtes obligé de refaire le code pour Android. Si vous mettez à jour l'application pour iOS, vous êtes obligé de refaire la mise à jour pour Android. Par contre, l'autre école, c'est l'école de cross-platform. C'est-à-dire le cross-platform, on a un seul code source, on peut l'exporter pour Android, on peut l'exporter pour iOS. Mais très souvent, on a des pertes de performance. Seulement aujourd'hui, il y a Flutter de Google qui permet d'avoir des performances proches du natif tout en étant cross-platform. Donc, si moi aujourd'hui, je devais le refaire, cette même application, j'aurais utilisé le Flutter, mais il y a encore des cas où il faut aller faire du natif. C'est-à-dire si vous avez vraiment une application mobile qui est liée au matériel, qui tire parti du matériel, je vous recommanderais d'aller sur du natif. Si aussi vous avez les moyens d'avoir deux équipes pour gérer la partie iOS, la partie Android. Mais pour ce cas de figure que je décris aujourd'hui, j'aurais recommandé d'aller plutôt sur du Flutter. Nous sommes à la fin de la vidéo. Pour récapituler, pour pouvoir décider de choisir un langage, vous devez évaluer les besoins du projet, les contraintes, évaluer votre compétence et la compétence de votre équipe sur le langage que vous voulez choisir, la courbe d'apprentissage sur ce langage et puis bien sûr la popularité de ce langage. Donc, si vous aimez notre travail, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez un autre critère et à plus pour la prochaine vidéo.